je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de En Live Game Jam, un événement qui dure une semaine et où du coup vous allez pouvoir suivre l'avancée de différentes équipes qui participent à une Game Jam. En plus de ça, on a la chance de pouvoir recevoir plusieurs professionnels du milieu qui interagissent avec les participants pour justement échanger avec eux sur leurs projets et savoir un petit peu les côtés positifs et les côtés négatifs, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, sur quoi ils sont partis. Alors Raphaël Alexandre, tu es un FX artiste, tu as plusieurs expériences professionnelles, aussi bien en freelance qu'en tant qu'employé, et tu es également lead FX artiste chez Popcorn FX. Ton travail consiste à sublimer les jeux tout en respectant la direction artistique originale de chaque œuvre. Donc c'est pas rien quand même. Et c'est joliment dit. Merci. Pour moi qui suis pas du tout dans la création de jeux, du coup, hein, moi j'ai clairement le profil d'une joueuse, je fais pas du tout de jeux vidéo. Et pour tous les spectateurs qui sont comme moi complètement néophytes, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que signifie concrètement le métier de VFX artiste et qu'est-ce que c'est en fait les VFX? Ouais, bien sûr. Globalement, VFX artist, c'est donc simplement un artiste qui crée des VFX. Et globalement, ce qu'on appelle VFX, alors c'est un acronyme, c'est l'abréviation de Visual Effects en anglais, donc ça donne VFX. C'est en gros, ça désigne tout ce qui dans le jeu peut évoluer au cours du temps et avec des interactions, de la part du joueur. Donc c'est tout ce qui n'est pas statique, tout ce qui peut bouger, tout ce sur quoi le joueur peut influer, tout ce qui peut être dynamique en fait. Donc généralement, ça englobe des choses super évidentes comme, tout ce qui est des spells, par exemple, quand on lance un sort, quand on fait une attaque, quand on fait une action, qu'on voit des ça fait exploser des choses dans la scène, ça fait des étincelles quand on tire sur une surface, ça fait de la magie quand on envoie un sort, ce genre de choses. Donc toutes les actions que le joueur peut faire. Ça peut englober plein d'autres choses aussi qui sont plus environnementales généralement. Donc, si on voit, je sais pas, des feuilles qui sont balayées par le vent, des pétales de fleurs qui tombent, une cascade au fond, de la poussière qui vole et cetera. Tout ça, ça peut être des VFX aussi. Et après voilà, ça peut parfois servir le gameplay, ça peut indiquer des zones de danger par exemple, ça peut être, la tempête dans les battle royale, ce genre de choses, donc indiquer des zones où il faut pas aller. Au contraire, ça peut indiquer des zones où il faut aller. Ça peut être, des petites lucioles qui brillent, ça peut être un feu de camp, ça peut être, voilà, des choses réconfortantes, des choses dangereuses. Donc globalement, ça englobe un petit peu tout ça, toutes les choses qui peuvent bouger dans le jeu, qui sont dynamiques, qui sont en mouvement et généralement qui sont censées, voilà, évoluer avec le joueur, donc sur lequel on peut influer par exemple. On peut faire grossir un feu de camp, on peut le faire diminuer, ce genre de choses. Donc voilà, D'accord. ça englobe beaucoup de choses. Donc ça aide un peu à rendre, l'immersion plus vivante, on va dire et ça peut aussi aider à guider le joueur pour savoir que là, il peut interagir, pour savoir, visuellement peut-être, ce qui est plus évident en termes, bonus ou malus? Ouais, c'est ça. Donc pour l'immersion, ça peut simplement faire le lien entre les différents assets finalement. Si on a, voilà, si on a du vent dans la scène et qu'on a un arbre et bah, le VFX artist peut rajouter, voilà, les petites feuilles qui tombent, les pommes qui tombent de l'arbre, ce genre de choses, quand on tape sur l'arbre par exemple et donc ça fait le lien, ça donne l'impression que l'arbre appartient vraiment au monde, donc ça peut, voilà, vraiment renforcer l'immersion et ça peut aussi avoir un but de gameplay, donc servir le gameplay, participer au science and feedback pour faire en sorte qu'on comprenne ce qui vient de se passer ou on comprenne ce qui va se passer si on interagit avec un objet, avec un ennemi. Donc on voit les dangers, qu'on voit les zones, bénéfiques au contraire, qu'on comprenne, ce qu'il vaut mieux éviter, ce vers quoi on veut nous guider et cetera. D'accord. Mais du coup, c'est quoi la différence entre VFX et asset, 2D, 3D? Alors, on peut dire que les VFX sont des assets, mais plus généralement, quand on parle d'assets 2D ou 3D, on pense plus à ce qui fait la structure du jeu, donc que ce soit les décors, les environnements, les personnages aussi. Donc c'est un petit peu, comment dire? Sans les assets de base, le jeu pourrait pas fonctionner parce que c'est simplement tous les visuels, quoi, c'est tout ce qui remplit le monde et les VFX généralement, ça vient se poser par-dessus. Donc c'est plus ce qui va leur donner, une petite touche de polish, que ce soit, un petit peu de mouvement. Généralement les assets, ça sera les bûches et les pierres, qui forment le feu de camp et ensuite les VFX par-dessus, ça vient être les flammes, les petites braises, ce genre de choses. Ou alors si on a, une cascade par exemple, généralement tous les assets forment, la formation rocheuse de la cascade, le petit bassin en bas et cetera et le VFX vient être la cascade en elle-même.
Donc ouais, généralement, on peut dire que les VFX viennent se poser par-dessus le reste des assets. D'accord, OK, donc c'est complémentaire. Ouais, absolument. OK, Mais c'est vraiment la touche finale. On peut avoir des assets qui fonctionnent par eux-mêmes. Les VFX, généralement, quand même, viennent se poser sur quelque chose qui existe déjà. C'est rarement, hors contexte, disons. OK, d'accord. Et quel a été ton parcours pour accéder à ce métier? Est-ce que tu savais dès le début que tu voulais faire VFX artiste ou tu l'as découvert au travers de tes expériences? Alors je ne savais pas du tout, comme la plupart des VFX artistes du milieu, j'ai l'impression, j'ai un peu découvert ça sur le tas. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'étais ingénieur en programmation graphique, donc je faisais tout ce qui était, moteur graphique, ray tracing, ce genre de choses. Enfin, également pour le milieu médical, mais aussi avec une partie, orientée sur, donc l'imagerie graphique et c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui m'a fait me dire que je pouvais utiliser un peu cette passerelle, ce côté technique pour rentrer dans le jeu vidéo. Parce que j'ai toujours aimé le jeu vidéo et je savais pas vraiment trop comment rentrer dedans parce que j'étais pas un artiste. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait une école d'ingénieur et donc je me suis un petit peu, heu, comment dire? Engouffré dans cette voie et ensuite, le côté rendu graphique a été, ma porte de sortie pour me dire: «Peut-être que je peux appliquer tout ça dans le jeu vidéo». Donc j'ai essayé de me spécialiser là-dedans. Une fois que j'étais programmeur graphique, j'ai découvert le métier de tech art, donc technical artist. Qui avait l'air d'être un petit peu ce qui répondait à mes besoins. Donc un métier qui faisait appel à justement toutes ces connaissances techniques et ces connaissances d'ingénieur que j'avais apprises, mais qui nécessitait aussi d'avoir une compréhension des choses visuelles, qui nécessitait justement de répondre à des problèmes visuels via des solutions techniques. Donc je me suis dit que c'était sûrement ça qui me plairait le plus. Donc j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. Pendant la fin de mes études, j'ai commencé à découvrir un peu ça, à faire des petits projets, à regarder ce dont les boîtes avaient besoin dans ce genre de métier. J'ai fait un stage en tant que technical artist, donc dans lequel j'ai pu justement commencer à mettre, tout ça en place, donc dans lequel je faisais, des shaders, quelques solutions techniques pour des jeux et cetera et c'est là-dedans que, au milieu de mes missions de technical artist, on m'a demandé de faire des VFX. Parce que finalement, c'était un petit peu comment dire? Un métier que personne ne comprenait. Ils avaient justement des artistes qui faisaient des assets, des personnages, des environnements. Ils avaient des programmeurs qui faisaient bouger tout le reste du jeu. Et ensuite, les VFX, ça venait un petit peu au milieu. Les programmeurs disaient: «Bah, il y a quand même un côté très artistique qui n'est pas vraiment pour moi, donc je vais plutôt rendre ça aux artistes». Et les artistes 3D disaient: «Bah, il y a vraiment un côté programmation, il faut faire des choses dynamiques, c'est pas vraiment pour moi, donc j'ai plutôt donné ça aux développeurs». Donc c'est là que je me suis inséré et on m'a dit: «Bah, les VFX, c'est pour toi». Donc j'ai commencé à découvrir ça, par ce biais-là et D'accord, ça m'a beaucoup plu. Hem, Ensuite je me suis spécialisé là-dedans un petit peu par hasard, parce que je suis rentré, donc chez Popcorn FX, qui est une entreprise, on y reviendra plus tard, je suppose, qui se spécialise en VFX et donc avec mon bagage de technical artist qui faisait un peu de VFX, je suis rentré là-dedans et j'ai pu découvrir, ce que c'était et me spécialiser complètement dans les VFX ensuite. d'accord, OK. Mais souvent la spécialité du VFX, c'est associé au tech art, justement. Je voulais savoir pourquoi ces 2 spécialités étaient liées l'une à l'autre? Bah, parce que généralement, en fait, technical artist, pardon, c'est un peu le terme parapluie qui englobe plein de choses, dont VFX artist. Parce que le tech art, c'est super vague. Ça peut être vraiment très, très technique dans certaines productions où on bosse vraiment sur le pipeline de rendu du jeu ou alors on crée des outils pour des artistes. Dans d'autres productions, c'est beaucoup plus artistique quand même, où finalement, on fait essentiellement des choses visuelles, mais avec un petit peu de technique. Et les VFX, ça tombe au milieu de tout ça parce que c'est généralement des choses qui font appel à des compétences artistiques. C'est essentiellement des éléments visuels que le joueur va voir qui sont faits pour être, pas forcément beaux, mais en tout cas qui sont faits pour être visuels, dans un jeu. Mais en même temps, vu qu'ils doivent être, interactifs, vu qu'ils doivent pouvoir s'adapter, au gameplay, s'adapter aux actions du joueur et cetera, ça fait quand même appel, pas forcément à la programmation, mais en tout cas à des notions de programmation, à des notions de comment fonctionne un jeu vidéo, plus que comment on crée un asset. Il faut vraiment avoir une connaissance de comment tout ça s'intègre, comment tous les éléments fonctionnent ensemble et donc oui, c'est ça, VFX artist, on peut dire que c'est vraiment une sous-catégorie du métier technical artist. C'est une spécialisation, quoi. D'accord, OK. Et le VFX artist a besoin de beaucoup de compétences différentes, de ce que je comprends. Donc il faut, tu en as parlé, il faut du code, de la 3D, de la 2D. Mais est-ce que
Tout ça, c'est obligatoire ou est-ce que tu peux, juste te spécialiser dans un seul domaine? On peut tout à fait faire sans et en même temps, en fonction du type de production sur lequel on va travailler, ça peut vraiment varier du tout au tout. On peut avoir des productions qui font appel absolument à tous ces métiers-là et ça fait peur et on peut avoir des productions qui sont beaucoup plus spécialisées, soit parce qu'il y a beaucoup de VFX artistes et dans ce cas, chaque personne peut être un peu spécialisée sur son morceau, soit parce que les besoins en VFX sont pas si énormes et qu'il y a pas vraiment de contraintes techniques dans la production et dans ce cas, on peut se spécialiser sur un tout petit morceau. Donc ça dépend beaucoup. Déjà, 2D ou 3D, il y a pas forcément besoin de savoir tout maîtriser parce que généralement, on va être quand même spécialisé dans un côté ou l'autre. Même si la manière de créer des VFX en 2D et en 3D reste finalement la même, il y a certaines techniques qui sont spécifiques à un domaine, ou plus qu'à l'autre. Et par exemple, les VFX artistes 2D, certains sont en fait uniquement des gens qui font de l'animation et qui se sont spécialisés dans le VFX en faisant de l'animation à la main. C'est ce qu'on voit dans tous les jeux un peu stylisés, qui donnent des rendus style, Spider-Verse ou Arcane, ce genre de choses, donc plus dans le jeu vidéo. Heu, Ça pourrait être ce qu'on voit dans 2XKO par exemple qui va sortir, où vraiment les VFX sont uniquement des frames dessinés à la main et donc c'est plus des animateurs spécialisés en VFX qui ont pas forcément toutes ces compétences en programmation parce que, bah, d'autres personnes intègrent les FX pour eux et eux, ils ont juste à créer les assets et donc ouais, ça dépend vraiment. On peut avoir envie d'être un VFX artiste très polyvalent et pouvoir tout faire, pouvoir tout intégrer, connaître toutes les techniques. Mais en fait, dans une production, généralement, voilà, on a besoin d'avoir quelques petits morceaux, bien spécifiques. OK. Ah, je suis désolée, il y a mon chat qui miaule là. Ah, bah, j'en ai un qui ronfle derrière, donc Pardon. tout va bien. Est-ce que tu as une préférence entre des projets réalistes et stylisés? Est-ce que ton métier permet cette polyvalence ou tu que des missions dans cette palette de styles? Alors, très spécifiquement, mon métier chez Popcorn FX permet cette polyvalence, puisque on est une entreprise donc ou en tout cas dans ma section, on est spécialisé en coproduction de VFX. Donc en gros, on fait de la sous-traitance de VFX pour d'autres entreprises et donc là, en fonction de la mission, en fonction du studio qui nous contacte, on va travailler plus sur du stylisé ou plus sur du réaliste ou du semi-réaliste et cetera. Donc spécifiquement, là où je travaille, ça me permet justement d'avoir un peu cette polyvalence parce que voilà, d'un contrat à l'autre, ça sera pas le même style. Après, généralement, quand on est au sein d'un studio, bah, il faut bien choisir son studio et ça se fait aussi, voilà, en fonction des appétences de chacun. Parce que si on bosse sur une prod qui dure 4, 5, 6 ans potentiellement, si on parle des triple A, on va pas changer de style, en cours de production, donc il faut sûr de être sûr d'aimer, ce sur quoi on travaille. Personnellement, je pense que je préfère le stylisé, pas forcément dans le rendu visuel en soi, parce que tout ce qui est réaliste, ça peut être sympa aussi, même si je trouve que stylisé, ça donne un petit peu plus de liberté en termes de travail de couleur, travail de texture et cetera et ça donne surtout plus de liberté en termes de mouvement, parce que VFX artist, on fait quand même essentiellement des choses qui bougent. On veut rendre les choses dynamiques, rendre les choses un peu vivantes et on a plus le droit de jouer avec les lois de la physique, de jouer avec le rendu, d'étirer un petit peu les formes, de les faire rebondir et cetera quand on bosse sur du stylisé. Alors que quand on bosse sur du réaliste, on passe plus généralement par des simulations qui font des choses assez carrées, assez propres et alors c'est très intéressant, c'est vraiment un autre aspect. Mais moi, ouais, j'ai plus une appétence pour les choses qui font pétiller un petit peu l'œil, quoi, les choses qui brillent, les trucs qui sont colorés, qui font des petits splashes de couleurs et cetera et c'est plus des genres de choses qu'on retrouve, dans le stylisé. OK, donc plus stylisé du coup. Comme ton petit cœur penche dessus. Absolument. Concernant justement, Popcorn FX, donc l'entreprise où tu travailles actuellement, Mmh. donc c'est de l'intégration de VFX pour des commanditaires, extérieurs, c'est bien ça? C'est ça en partie, ouais. Donc, en fait, l'entreprise dans laquelle je bosse travaille sur un logiciel qui s'appelle Popcorn FX justement et qui permet de créer des VFX. Donc ça, c'est un logiciel dans lequel on manipule des particules en gros. Ça parlera peut-être à ceux qui ont déjà utilisé, Niagara ou FXGraph par exemple dans les autres moteurs. Et donc c'est un peu similaire, on manipule des particules pour créer les FX qu'on a envie de créer. Donc, en utilisant des mèches, en utilisant des planes, des billboards, donc des assets 2D, des assets 3D, en ajoutant nos textures, en créant le mouvement et cetera. Et ensuite, une fois qu'on les a créés, le logiciel permet de les intégrer dans les moteurs. Et donc ça, c'est plus la partie
La partie dev justement, ils développent ce logiciel et moi je suis plus dans la partie uniquement artistique. Donc on utilise ce logiciel, celui-là ou d'autres, pour créer les VFX pour des clients. Donc en tout cas oui, du coup nous on travaille pour des commanditaires extérieurs qui ont besoin d'avoir des VFX dans leur jeu et qui généralement pour des raisons de coût, parce que les VFX artistes on en a pas forcément besoin tout au long d'une production, mais plus une fois que le reste des assets pardon, est déjà intégré. Là, ils font appel à nous pour dire: «Bah, on a tel besoin en VFX, on a besoin de tant d'artistes pendant tant de temps pour créer et intégrer des FX, dans notre jeu». Et ajouter la touche finale. Exactement, ouais. En OK, suivant les directions qu'ils nous donnent pour, pousser un petit peu le ressenti ou le gameplay dans une direction ou une autre. d'accord. On a une, petite question dans le chat de Concomber. Coucou. Oh, il y a des moteurs spécifiques pour le FX qui sont indépendants des moteurs graphiques? Ouais, ah bah, D, en fait, il y en a pas beaucoup, mais c'est la spécificité justement de Popcorn FX, c'est d'être, un éditeur de particules où on crée les particules complètement à part, séparément d'un moteur et ensuite on peut potentiellement les intégrer dans tous les moteurs en même temps. Alors, c'est généralement pas très utile parce qu'on utilise, un seul moteur pour une production. Mais en tout cas, oui, ça permet de ne pas être limité par les features du moteur en question et ça permet surtout de travailler sur CFX complètement séparément du moteur. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir Unreal et d'attendre que tout charge et de passer son temps à manipuler des objets d'Unreal. On reste dans Popcorn, on fait son FX et ensuite, une fois que c'est fait, hop, on l'importe. Mais oui, c'est assez unique comme proposition. C'est un truc qui n'est pas très répandu et justement, les moteurs, les moteurs de jeu ayant déjà leur système de particules, ça répond quand même à un besoin assez spécifique d'avoir un éditeur externe. Mais parfois, ça intéresse les studios et surtout, ça intéresse les studios qui, utilisent un moteur maison, dans lequel ils ont pas forcément envie de dépenser de l'énergie pour créer un moteur de particules et dans ce cas, ils utilisent le nôtre et comme ça leur épargne le développement de cette partie, VFX. OK, et comme ça, ils gagnent du temps. C'est ça. OK. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes de tes missions ou ça peut-être un peu compliqué avec les NDA? Alors c'est compliqué de toutes les citer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont justement encore sous NDA, parce qu'on travaille sur des jeux parfois, de manière un petit peu sporadique et donc on travaille au cours du développement, donc les choses sont pas forcément encore annoncées ou alors le fait qu'on participe n'est pas encore annoncé. Mais j'ai travaillé un petit peu sur des jeux, de Miklo Studio, donc avant la fermeture malheureusement. Où donc là c'était beaucoup plus, de l'indépendant. Et ensuite récemment, j'ai travaillé complètement de l'autre côté du spectre, je travaille encore dessus, sur, Diablo 4 pour Blizzard. Donc là, c'est vraiment l'archétype de la production triple A, donc on travaille avec, énormément de VFX artistes, il y a énormément de VFX dans le jeu. Donc pour le coup, là, c'est un petit peu plus qu'un élément de polish, de décor, parce que les VFX sont vraiment au cœur du jeu. Tout ce qu'on fait dans le jeu, tout ce que font les ennemis, il y a des FX partout, tout le temps, il y en a toujours, une cinquantaine à l'écran. Donc là, c'est un rôle qui est un petit peu plus important sur ce genre de production, donc c'est assez chouette de travailler là-dessus. Et comme vous étiez plusieurs, VFX pardon, artistes sur Diablo 4, comment, vous vous partagiez les tâches? Est-ce que vous étiez tous en contact ou est-ce que, chaque VFX artiste avait, sa mission? Alors, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, il y en a un qui était plus chargé des sorts, un qui était plus chargé des armures, un qui était plus chargé, des effets, par exemple des ouvertures de portes ou, que sais-je encore? Comment vous vous répartissiez? Alors ça varie beaucoup, hem, en l'occurrence, assez souvent, il y a quand même une sorte de spécialisation qui se met en place. Simplement parce qu'une fois qu'on connaît le système pour attacher des VFX sur une armure, par exemple, c'est plus simple de garder ce workflow-là et donc de faire ça tout au long de la production. Mais généralement, surtout sur un jeu aussi riche en VFX, on a quand même l'occasion de tourner un petit peu. Donc, la plupart du temps, oui, sur les productions sur lesquelles je suis, on se limite pas forcément à un style particulier, à moins qu'il y ait une personne qui soit très spécialisée dans un truc très technique que les autres maîtrisent pas forcément. Généralement, tout le monde a un petit peu envie de tout faire parce que faire des FX de poussière quand on ouvre une porte, on le voit tout le temps et donc ça peut être, c'est super important, il y en a besoin pour qu'on comprenne qu'il s'est passé quelque chose. Mais en même temps, c'est parfois très marrant de bosser sur un spell un petit peu gros qui fait un petit peu de bruit, quoi. Donc, généralement, ouais, tout le monde a envie de bosser, sur un petit peu des choses différentes. Donc ça tourne beaucoup. OK, donc vous vous répartissez quand même les tâches, vous vous mettez d'accord à chaque fois pour dire: «Bah, voilà, moi la dernière fois j'ai fait ça, j'aimerais bien changer un petit peu».
En gros, c'est ça, ouais. Bon, sur une production aussi énorme, évidemment, ça passe par, plein d'étages de production. Oui. Mais oui, globalement, c'est ça. C'est en fonction de ce que chacun a envie de faire, sur le moment, on essaie de répartir au maximum. C'est chouette justement de pouvoir, oui, tourner en effet pour pas tomber dans une, peut-être lassitude, Mmh. de tout le temps devoir faire la même chose. Ah ça c'est plutôt sympa. Ouais, bah, surtout que c'est l'un des gros avantages du VFX, c'est que ça peut, comme j'ai dit au début, ça peut aller d'une cascade à une explosion, d'un spell à des étincelles ou à des, je sais pas, à la flamme d'une bougie, et donc ça peut vraiment ratisser très, très large, et donc c'est super intéressant de balayer tout le spectre, quoi, d'avoir vraiment, de pouvoir toucher à un petit peu tous les types de VFX. Simplement parce que c'est marrant, on passe notre temps à être face à un nouveau FX, on sait pas forcément comment on va l'aborder. Il faut réfléchir à la manière technique dont on pourrait le mettre en place. Ensuite, il faut créer des textures qui correspondent, et c'est plus drôle voilà, de créer à chaque fois des choses un peu nouvelles. Et c'est quoi ton processus de travail? Comment, tu chaque projet? Est-ce que ça diffère en fonction, du projet ou est-ce que tu as quand même une même routine que tu utilises à chaque fois? Et ben les 2. Heu, généralement, ça diffère en fonction du projet parce qu'il y a, même si il y a énormément de manières de créer chaque VFX, il y a quand même généralement un workflow, un process qui est bien codifié pour chaque production. Ne serait-ce parce qu'on est sur un moteur spécifique, avec des contraintes de rendu spécifiques, avec des performances à respecter spécifiques, ou alors une manière de faire, voilà, où déjà tous les FX sont créés d'une certaine manière, et donc il faut rentrer dans ce moule. Donc il y a quand même une base, pour chaque projet qui est différente, et donc il faut intégrer au début. Et voilà, ça peut passer aussi par les logiciels qu'ils utilisent, comment ils les intègrent dans le moteur. Est-ce que c'est nous qui devons les intégrer? Heu, Quel genre d'entrée-sortie on doit donner, aux programmeurs sur les VFX? Donc en gros, quelle valeur on leur permet de modifier au cours du jeu, et cetera. Donc ça pose déjà une grosse base de comment on va créer le VFX. Ensuite, en ce qui me concerne, pour la création, il y a une grosse étape de pré-production, généralement, grosse étape de réflexion avant de se lancer, parce que justement, il y a 50 manières différentes de créer le même FX, et donc il faut toujours réfléchir à quelle est la meilleure approche, en fonction du temps disponible, en fonction des ressources disponibles, des logiciels aussi qu'on peut utiliser. Comment ça va devoir se comporter dans le jeu? Est-ce que ça va être quelque chose qui est relativement statique et où la seule contrainte, c'est de pouvoir, tourner autour? Est-ce que ça va être quelque chose qu'on voit constamment à l'écran? Et dans ce cas, il faut que ça soit super optimisé parce que peut-être qu'on en aura, une trentaine à l'écran, il faut pas que ça prenne trop de performance. Est-ce que c'est quelque chose qui est très unique? Et dans ce cas, ça peut se permettre d'être un petit peu gros, de prendre de l'espace? Au contraire, voilà, est-ce que ça doit être super subtil? Donc il y a beaucoup, beaucoup de pré-production pour bien cadrer, heu, déjà bien donc prendre en compte le contexte de comment le VFX va être utilisé, à quoi il va servir, parce que c'est quand même généralement des outils qui servent à quelque chose, les VFX. C'est pas juste on remplit un espace parce qu'il y en a besoin, c'est on remplit un espace avec une mission bien particulière. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est important. Et ensuite, ouais, une grosse partie de, et bah, tout simplement comment je vais le créer, comment je vais m'y prendre. Donc est-ce que je vais passer par, des textures que je vais dessiner à la main? Est-ce que je vais faire ça avec des shaders? Est-ce que je vais utiliser des meshs super complexes? Est-ce que je vais faire des simulations en amont? Donc généralement, voilà, une grosse étape de pré-production. Ensuite, l'autre étape qui est importante, c'est de passer rapidement à ce qu'on appelle le block-out, donc qui est en gros une version fonctionnelle du FX. Donc par exemple, dans le cas d'une explosion, c'est de créer très vite une explosion qui fonctionne, même si elle a pas les bonnes textures, elle a pas les bonnes couleurs, elle a pas les bons visuels. On crée quand même des éléments qui ensemble vont simuler, le rendu d'une explosion. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de pouvoir l'intégrer très rapidement dans le jeu et de voir si ça fonctionne ou si, en fait, c'est pas la bonne échelle, si ça passe à travers les murs, si ça prend trop de performance. Ça permet également d'avoir une idée globale du timing, parce que même si on n'a pas les bonnes textures, la base du FX, c'est quand même le mouvement, et donc ça permet d'être sûr que les éléments entre eux fonctionnent bien, qu'ils ont, voilà, le bon timing, qu'on a déjà un ressenti d'explosion, par exemple. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc il y a un petit peu d'aller-retour, généralement créatif, où on accompagne ça d'un concept, donc on livre ça et on livre un concept et on dit: «Voilà le concept, c'est à ça que ça va ressembler à la fin. Est-ce que ça vous va?» Et ensuite: «Voilà pour l'instant comment je l'ai intégré». On voit plutôt avec les développeurs et les game designers. «Est-ce que ça va marcher pour vous?» Si ça c'est validé, ensuite on commence à créer donc, les textures, à appliquer les couleurs, à affiner un petit peu les timings pour avoir de plus en plus quelque chose qui ressemble à une explosion à la fin. OK, d'accord. Donc oui, ne pas forcément, finir le projet totalement, mais
déjà commencer à créer quelque chose qui ressemble quand même pas mal pour avoir un avis après sur savoir si on fait des modifications avant de peaufiner, la version finale? Ouais, exactement, parce que c'est très séquentiel comme type de création et voilà, notamment parce qu'il y a pas de mauvaise manière de créer un FX en soi, mais pour un projet, il y a généralement une bonne manière de le faire parce que voilà, ça sera la manière optimale, la manière qui s'intègre le mieux dans le projet et celle-là, elle est pas forcément connue. Même s'il y a eu des VFX qui ont été créés avant dans le projet, il suffit qu'on crée quelque chose qui est un petit peu unique, qui n'a besoin de bah, qui ne sert qu'une seule fois et dans ce cas, personne sait vraiment quelle est la meilleure approche et donc il faut très vite être capable de tester plein d'approches différentes pour voir tout simplement, laquelle va le mieux marcher. OK. Alors oui, vous inquiétez pas, hein, dans le chat, je vois vos questions. Juste, je prenais le temps de finir, la question qu'on avait entamée avec Raphaël Alexandre. Une question du chat, du coup, qui est tombée. Alors moi, je connais pas du tout, donc peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. Donc c'est quoi comme logiciel qui est utilisé pour les FX? On me parle de Houdini et de Blender. Blender, je sais qu'il est beaucoup utilisé pour la 3D. Je ne sais pas si c'est utilisé aussi pour les FX. Et bah, du coup, ma question de manière générale, toi en tant que VFX, les VFX artistes même, pas forcément que toi, mais peut-être d'autres, toi peut-être qu'il y a des programmes que tu n'utilises pas, que tu n'utilises plus. Vous êtes amenés à utiliser beaucoup d'outils de manière générale. Est-ce que tu peux même les catégoriser, nous expliquer leur utilité, les différents programmes, outils que tu utilises? Ouais, bien sûr. Alors donc Houdini et Blender, c'est des choses qu'on utilise typiquement. Heu, Globalement, les logiciels utilisés dans le VFX, bah, c'est extrêmement vaste. Il y a pas vraiment de c'est ça qui est un peu particulier et un peu intimidant au début, c'est qu'il y a pas vraiment de workflow fixe. Il y a pas, bon, bah, j'utilise, Photoshop, puis Substance Painter et c'est mes 2 outils principaux, par exemple. Ici, on peut créer absolument tout de plein de manières. Donc Blender, globalement, la case des outils de modélisation 3D, on s'en sert beaucoup. Moi, je m'en sers énormément. Alors, ça peut être Blender, ça peut être Maya, ça peut être 3ds Max, ce qu'on veut, tant qu'on peut globalement créer un mesh. Parce que les meshes, donc des modèles 3D assez simples, ça sert souvent de base au VFX. Une autre chose qu'on crée énormément dans les VFX, c'est des textures. Que ça soit des textures de flash, des textures de j'en sais rien, de flammes, par exemple, des textures pour, faire des petites étincelles, des textures de ce qu'on appelle du noise, donc voilà, des différents types de textures qu'on combine ensemble pour créer une sorte de texture un peu plus compliquée. Donc ça, soit on le crée via Photoshop ou pareil, Photoshop, Krita, ce qu'on veut, un outil de dessin globalement, de digital painting. Il y a des outils de création procédurale de textures, notamment Substance Designer qui est beaucoup utilisé, parce que ça permet facilement de faire des formes avec des masques, avec des gradients qui sont très pratiques pour les VFX. Heu, il y avait Houdini qui a été mentionné. Alors ça rend plus même si on peut faire de la modélisation avec Houdini, on peut techniquement tout faire, avec Houdini. Mais, dans le film, dans le cinéma, Houdini, c'est vraiment l'un des outils de base de VFX parce que ça permet de créer énormément de choses. Dans le jeu vidéo, généralement, c'est un outil intermédiaire. Ça permet de créer, par exemple, des simulations de fluides, des simulations de feu, de destruction d'objets. Mais ensuite, généralement, c'est pas ces simulations-là qu'on va pouvoir importer directement dans les moteurs de jeu, parce qu'en temps réel, c'est trop lourd la plupart du temps. Ça prend beaucoup de ressources, c'est pas forcément très dynamique non plus. Donc généralement, on utilise ces logiciels comme Houdini, Embergen également pour créer des simulations d'explosions, de flammes et cetera. Pour, d'abord créer la simulation et ensuite on la rend dans ce qu'on appelle un flipbook. Donc en gros, on joue l'animation et on prend des captures à intervalles réguliers et une fois dans le jeu, ce qu'on va montrer aux joueurs, en fait, c'est juste ces captures. Donc un peu comme un flipbook, à la main finalement. On fait juste passer plein d'images à la suite et ça donne une impression d'avoir quelque chose d'animé. Et ça permet de simplement afficher en gros des ce qu'on appelle des billboards, donc juste, un petit plane quoi, des petits rectangles au lieu d'afficher, de calculer une explosion complète. Donc voilà, les outils de simulation, c'est énormément utilisé quand on fait généralement du réaliste. Donc si on bosse sur quelque chose comme, Call of Duty ou Battlefield, on passe son temps dans Houdini ou Embergen par exemple, parce qu'on crée des explosions à l'appel. Dans un jeu comme Diablo 4 par exemple, il y en a beaucoup moins, mais ça peut être utile pour créer des petites explosions, des petites gerbes de sang par exemple, des petites gouttes d'eau, des petits trucs un peu liquides, un petit peu gluants et cetera. On peut créer des simulations de fluides et ensuite pareil on les exporte, sous forme de flipbook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a aussi les moteurs de particules donc qui sont finalement
un outil à part entière parce qu'on crée des choses, mais ensuite ces objets inanimés, donc les textures, les mèches et cetera, il faut les faire bouger. Donc voilà, ça passe par, soit les moteurs de particules intégrés au moteur de jeu, donc Shuriken et VFX Graph dans Unity, Niagara dans Unreal et dans notre cas Popcorn FX aussi. Donc ça, voilà, ça permet globalement, une fois qu'on a créé nos éléments de base, une fois qu'on a créé les textures qui viennent par-dessus, on les fait bouger dans les moteurs de particules. Et après, il y a une myriade de plus petits softs qu'on peut utiliser vraiment au cas par cas. Donc, que ça soit pour, créer ce qu'on appelle des flow maps, par exemple, ou alors pour packer des textures ensemble, pour justement créer ces fameux flipbooks. Des softs, ouais, qui peuvent être très, très spécifiques, qui servent vraiment à un usage particulier, parce que souvent quand on fait du VFX, on se heurte à des problèmes et on se dit: «Bon, bah, j'ai besoin de retourner la situation et d'exploiter, cet objet d'une manière un peu différente et donc je vais le passer dans un logiciel qui me permet, je sais pas, de peindre les UV à la main, par exemple, pour que ça soit plus simple ou, n'importe quoi, de créer des gradients ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a énormément de logiciels très spécifiques qu'on peut utiliser, mais voilà, la base, c'est des outils de modélisation 3D, des outils de simulation, des outils de digital painting et ensuite, les moteurs de particules. OK. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat, hein. Il y a même des gens Pardon, j'ai qui été un peu qui long. te remer mais il y a pas de problème, il y a pas de problème. Il y a des gens aussi qui te remercient, bah, d'une pour ta réponse et aussi pour rendre, les jeux plus agréables à l'œil. Merci pour ton travail. Une question, je vais peut-être pas avoir le temps de toutes les faire parce qu'il est déjà 35. Dans 5 minutes, on va récupérer, notre première équipe qui sera Golden Eclipse. Donc je vais essayer quand même de faire un maximum de questions, d'ici là, mais voilà, peut-être qu'elles vont pas toutes, être prises malheureusement. Est-ce qu'une substance permet, l'animation temps réel de textures procédurales plutôt qu'un flipbook? Oui, alors je pense que je vois ce que veut dire cette question. Heu, Ça permet, mais en fait, on s'en sert quasiment jamais. En gros, on peut influer sur des paramètres, de Substance Designer directement depuis le moteur de jeu. Je suppose que c'est ça que tu voulais dire. Mais ça reste quand même très peu performant par rapport à simplement exporter un flipbook. Donc généralement, si on a besoin de beaucoup de paramètres, on va faire en sorte d'avoir un flipbook qui est un petit peu, comment dire? Un petit peu avancé, donc qui a des petits tricks à l'intérieur. Donc soit on le passe en noir et blanc et ensuite on le recolore uniquement dans le moteur, comme ça on peut changer les couleurs à la volée. Soit on met des espèces de masques et des espèces de gradients dessus pour permettre de modifier un petit peu la texture à la volée. Mais en tout cas, généralement, heu, Substance, on s'en sert quand même pour créer des textures qu'on va ensuite utiliser d'une manière ou d'une autre dans le moteur. On évite, au maximum de faire appel à de la génération procédurale dans les VFX. Enfin, en real time, en tout cas, dans les VFX, parce que c'est généralement des choses qui doivent être très, très, très légères. La plupart du temps, le budget de performance pour une frame, il est vraiment ridicule pour les VFX, donc on essaie d'optimiser, au maximum. On a une petite précision, de la part de la question, c'est en gros faire du compositing temps réel. Hem, je pourrais pas trop répondre à ça. Bah, finalement, quand on fait du VFX, c'est un petit peu ça vient se rajouter sur le par-dessus le reste, donc c'est quand même un petit peu du compositing temps réel, finalement. Parce qu'on peut vraiment jouer avec les modes de fusion aussi, comme on pourrait le faire, dans d'autres softs. Mais, ouais, je suis pas sûr exactement de comprendre, de quoi ouais, quelle est la nuance, qui est soulevée là? Donc peut-être un peu compliqué, d'y répondre, il y a pas de souci. Moi, j'ai une autre question, qui, s'adresserait plutôt à justement des personnes qui souhaitent rentrer dans l'industrie en tant que VFX et tech artist. Quels conseils tu pourrais, leur donner justement à ces personnes-là qui ont envie d'avoir plus d'informations, qui ont envie d'avoir plus de connaissances? Est-ce que, tu les conseillerais de faire quelque chose en particulier, de se tourner, vers un profil, universitaire précis ou, peut-être, les diriger vers certains livres, certains tutoriels sur internet, certains programmes en particulier pour se faire la main? Alors c'est super varié, notamment parce que, comme j'ai dit avant, tech artist, en fait, d'une boîte à l'autre, ça veut absolument pas dire la même chose. De manière générale, c'est une personne qui est versée dans la technique et qui répond aux problèmes des artistes, mais ça peut être tellement plus large. Je pense que ce qui est vraiment important,
vu que c'est des métiers qui sont très larges, c'est d'essayer de se spécialiser un minimum et de pas essayer de tout faire. Parce que vraiment on peut complètement s'y perdre et c'est d'essayer de trouver finalement une niche quoi, un genre de problème qui nous plaît, auquel on a envie de trouver des solutions et généralement dans les gens justement qui essayent de créer leur portfolio, d'essayer vraiment de créer des vrais problèmes tout simplement. Prendre une situation qui existe, un vrai problème. Alors ça peut être, dans le cas d'un VFX, créer un VFX qui a un usage très spécifique, qui répond à un cahier des charges, très spécifique. Pour du tech art, ça peut être beaucoup plus vaste, mais voilà, on a tel genre de problème qui nécessite une solution un petit peu intelligente pour être performante en jeu. Voilà comment je vais choisir d'y répondre. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est de trouver un peu sa niche. Alors, il y a énormément de tutoriels en ligne, il y a énormément de manières d'apprendre. Moi, j'ai, comme beaucoup, hein, appris en autodidacte, voilà, j'ai eu une base technique, donc je pense que c'est important d'avoir une base technique, mais uniquement si on veut avoir ce côté technique, parce qu'on peut finalement être assez light sur la base technique si on s'oriente plus sur le côté artistique. C'est vraiment tout un spectre, le métier de tech artiste et une fois qu'on a les compétences de base qu'on veut, ce qui est important, c'est de bien comprendre, les contraintes d'une production, en fait. Les contraintes de tout le monde. Donc si on est tech artiste, on va travailler avec des animateurs, des intégrateurs, des développeurs, des game designers potentiellement. Et donc c'est super important de comprendre quelles sont les contraintes de ces personnes-là, comprendre quel genre d'outils ils utilisent, quel genre de métier ils font au quotidien. Parce qu'on est vraiment intégré dans toute la chaîne et on va passer notre temps à communiquer avec eux. Donc il faut vraiment bien comprendre ce qui les bloque, quels sont leurs besoins, à quoi on pourrait répondre si on était à la place, d'un tech artiste à côté d'eux. Comment on pourrait les aider tout simplement. Parce que c'est vraiment un métier de support, en fait. Et donc il faut vraiment savoir à qui on a affaire pour pouvoir, être un bon support, tout simplement. OK, donc il y a quand même, un travail, on va dire, de recherche, sur, la personne avec qui tu vas travailler ou en tout cas l'éditeur ou le jeu. Si c'est par exemple par exemple pour Diablo 4, il faut, peut-être avoir des connaissances sur l'univers de Diablo pour savoir un peu plus ce qui est attendu, avoir des échanges avec, les personnes, qui t'emploient? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire, par exemple, d'être un expert en dark fantasy ou en Diablo pour travailler sur Diablo, par exemple. En revanche, ce que vont chercher les ce que vont chercher les recruteurs pour un projet comme ça, c'est de voir si la personne qui postule a bien compris les contraintes spécifiques de ce jeu. Donc en fait, il faut simplement, c'est un bien grand mot, il faut être capable d'absorber et de synthétiser les contraintes d'un jeu. Donc si on veut travailler sur un jeu comme ça, il faut présenter le fait il faut présenter, du travail qui montre qu'on est capable de créer des FX qui sont pas trop lourds, qui sont donc dans la dynamique, et dans le style de Diablo, qui sont dans le comment dire? Qui communiquent le bon genre, le bon style d'intention, disons. Mais il y a pas forcément besoin d'être expert, de dire: «Je connais tout de Dark Fantasy». Il faut juste dire: «J'ai vu votre jeu, j'ai compris à Vos quoi il devait attentes? ressembler, voilà, j'ai Mmh. compris vos attentes et voilà comment moi je saurais y répondre». Et en tant que tech OK. artist, c'est pareil. Si on arrive en tant que tech artist et qu'on leur dit, «Je sais faire, j'en sais rien, du jeu, massivement multijoueur alors on veut bosser sur un jeu solo», ça va pas vraiment leur apporter grand chose. Alors que par contre, si c'est un jeu, voilà, de hack and slash avec énormément de persos et on leur dit: «Bah, moi, ma spécialité, c'est de créer des petites solutions qui permettent d'avoir plein d'ennemis à l'écran et en même temps d'avoir, plein d'interactivités entre, les VFX et les personnages», par exemple, d'avoir des choses dynamiques. Là, ça va plus les intéresser. Donc globalement, c'est très intéressant c'est très important, pardon, de montrer qu'on peut comprendre les contraintes d'un jeu et qu'on D'accord. sait ensuite, qu'on sait les synthétiser, qu'on comprend vraiment l'essence de ce qui fait le jeu et qu'on sait y répondre. OK. Avant qu'on
qu'on s'arrête, je sais pas, si tu as d'autres choses à dire aussi d'ailleurs, mais, toi en tant que joueur, comment tu te positionnes? Est-ce que tu arrives à trouver le temps, de pouvoir, jouer un petit peu à des jeux? À quoi tu joues, en particulier? Est-ce que juste tu regardes, on va dire un petit peu de les news des jeux qui sortent, les gameplays pour t'imprégner un petit peu de ce que tu trouves en termes, visuels, vu que c'est ta came? Ou est-ce qu'au contraire, bah, tu joues pour te détendre ou au contraire non, tu as le temps de rien en fait? Parce que, tu bosses trop. Oh non, bah, j'essaie de pas trop bosser. Hem, Bah, en termes de jeu, moi, je suis plus versé dans le jeu indé aussi, notamment en termes d'inspiration, je trouve que c'est très chouette parce que c'est beaucoup plus varié. Une grande Il y a liberté. vraiment tout, oui, c'est ça, il y a Mmh. beaucoup moins de contraintes. Après, pour m'inspirer de manière générale, je trouve que ce qui est bien, c'est de pas se limiter aux jeux vidéo. D'autant plus que, bah, typiquement, bah, si on parle vraiment spécifiquement de l'inspiration pour les VFX, on a un peu tendance à faire toujours la même chose instinctivement. Parce que les gens qui conçoivent un jeu se disent: «Bon, bah, ici, j'ai besoin d'un FX», et ils ont une idée en tête parce qu'ils ont déjà croisé dans un autre jeu. Nous, les VFX artistes, quand on se dit: «Je vais faire ce FX», on a une idée en tête parce qu'on l'a déjà croisé dans un autre jeu et finalement, on finit par un peu toujours faire la même chose, le même genre de FX Mmh. et je trouve que c'est bien d'arriver à s'inspirer d'autres choses. Ceux qui sont plus intéressants, c'est ceux qui essayent vraiment quelque chose de nouveau, qui disent pas: «Bah, là, il y a besoin d'un FX d'explosion, donc je vais faire une explosion», mais qui se disent: «Comment je pourrais rendre cet impact intéressant sans que ce soit une explosion?» Et du coup, ça puise plein d'inspiration, à plein de styles graphiques, plein de types d'œuvres aussi. Ça peut vraiment, beaucoup s'inspirer du cinéma, s'inspirer du dessin, du film d'animation aussi. Il y a vraiment, bah, il y a un peu moyen de tout faire avec le VFX parce que justement, on le pose par-dessus, on accepte que ça existe, même si c'est pas forcément, diégétique. Donc on c'est dommage de se limiter à uniquement ce qu'on connaît, quoi. Donc ouais, en termes d'inspiration, j'aime bien vraiment aller un petit peu voir partout, aller, ouais, essayer de tester plusieurs styles. On voit souvent des jeux qui essayent de tester, je sais pas, des styles un peu crayonnés, aquarelle ou peinture, par exemple, ou alors qui en sortent complètement et qui font des fixes qui n'ont rien à voir avec avec le style de leur jeu justement et qui Mmh. font un vrai contraste entre les 2. Donc ouais, j'aime bien m'inspirer un petit peu de tout ce que je trouve. Et ton jeu du moment, en ce moment, c'est quoi? Là, dis-nous. Jeu du moment. Alors, dit comme ça, c'est vrai Ou tes que j'ai jeux? pas forcément beaucoup le temps de jouer non plus. Je sais pas à quoi je joue en ce moment. J'ai pas beaucoup pris le temps. À quel jeu j'ai? Je sais pas trop, je saurais pas dire. J'essaye de rattraper un petit peu du retard dans les jeux indés, mais je sais pas. Ouais, non, je saurais plus dire là, je sèche. Oui, il y a pas de souci. Hem, une petite question qu'on n'a pas pu Ouais, aborder, tout à l'heure, donc du coup, je me permets de revenir un petit bien peu, sûr. dessus. Grâce à ton travail, tu es amené à voyager. Tu as notamment été à la Game Developer Conference de San Francisco. Dans ce genre d'événement, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors généralement, ce genre d'event, moi j'y vais avec mon entreprise en tant que, comment dire? Un petit peu que de commercial quoi finalement pour l'entreprise donc en fait on y va juste pour, présenter notre logiciel, présenter nos services et faire des démonstrations aux gens donc on c'est l'occasion, pour les gens qui veulent connaître un petit peu plus le soft ou veulent connaître le service, bah, juste de venir, de voir ce qu'on fait, de voir comment on travaille, comment on pourrait travailler avec eux et c'est l'occasion aussi d'aller voir des conférences là-bas parce qu'il y a souvent beaucoup de conférences qui sont données. Alors c'est un événement qui est très cher pour les particuliers, donc c'est pratique de pouvoir y aller, avec une entreprise. Mais voilà, moi j'ai mon rôle, c'est essentiellement de vendre de vendre le produit et nos services finalement. OK. Bah, top, écoute, comme ça, au moins. Même un petit, on n'est pas obligé d'être, comment on dit? Enfermé dans sa grotte derrière son ordinateur comme quoi, hein, tu vois, toi aussi tu peux être amené à voyager, à communiquer, à échanger, à partager, à te vendre et à vendre le travail que tu fais pour, dire: «Bah, voilà, regardez, on existe, on est capable de faire ça, est-ce que vous êtes intéressés?» Donc c'est bien aussi de voir que, voilà, on n'est pas juste des geeks enfermés, devant nos écrans, 12 heures, on sort dehors aussi, on voit la lumière du jour. Donc c'est chouette aussi de voir aussi, ce côté-là. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as peut-être, quelque chose à nous dire en plus, des choses que tu as prévu de faire prochainement?
Bon, pas de projet sur lesquels tu travailles en ce moment puisque tout est, sous NDA donc chut, secret défense. Mais, est-ce que, tu as peut-être, l'intention de faire, des conférences, des voyages, des conventions, prochainement, qui te tapent dans l'œil, que tu as envie de faire ou quoi, ou qu'est-ce? Ou pour le moment tu te concentres plutôt sur ton travail et tu verras plus tard? Bah, je me concentre sur mon travail, au travail quoi, mais après ailleurs, si, si, forcément plein de choses, toujours des envies, bah, globalement envie de créer des jeux de toute façon, hein, donc ça passe par, juste des petites game jams, quand on peut ou alors, créer des projets perso. J'ai rien de très défini pour l'instant, mais bon, c'est le jeu vidéo de toute façon, c'est pour beaucoup un métier passion, donc c'est ce que je fais au travail et j'ai envie aussi de faire ça dans mon temps libre, de créer des jeux, de créer des VFX, de dessiner, d'animer des choses et cetera, donc rien de très précis, mais ouais, un ensemble de choses quoi. On essaye toujours de continuer ça, à trouver des inspirations. Dès que j'ai une petite idée, je la note et ça devient une idée de VFX pour plus tard, Donc sans beaucoup de contexte. continuer de créer pour t'amuser, même, Ouais, même ouais, vraiment, personnellement. c'est ce qui permet OK. de rendre le métier aussi intéressant, je trouve. C'est juste de toujours bah, trouver du fun quoi dans ce que je fais et avoir envie de le faire avant tout. Bah, super. Ça fait plaisir, c'est surtout ça, en fait, qui est chouette. On vit à une époque où, on a plus facilement accès à des métiers, déjà des nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça reste notamment des nouveaux métiers qui sont de plus en plus connus et plus recherchés. Mais on a la chance de vivre à une époque où on peut se permettre de prendre le temps de faire des études ou d'apprendre en tout cas, prendre en skill pour faire un métier qui nous passionne, qui touche vraiment à quelque chose, qui nous plaît et c'est un peu, ça aussi qui est magique dans le monde du jeu vidéo et ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est sûr, hein, j'ai eu cette chance donc j'en profite bien.